Bonjour. Après Junot, le maréchal Brune, le général Mallet et son complot avorté contre l'empereur, je vous propose aujourd'hui de retrouver à nouveau Napoléon en mars 1815 à son retour épique de l'île d'Elbe, bien décidé à reprendre le pouvoir, mais sans verser une goutte de sang. Ce matin-là, sous ses yeux, le soleil levant fait émerger des ténèbres de la nuit les silhouettes du cap d'Antibes et des îles de Lérins. Napoléon revêt alors la cocarde tricolore et fait hisser les trois couleurs. L'exaltation est telle, rapporte Louis Marchand, son fidèle valet, que l'empereur, qui voulait parler, ne put placer un mot. Durant toute la nuit, ne pouvant trouver le sommeil, il avait répété les proclamations au peuple français et à l'armée, dictées la veille, et qu'il avait datées de Golfe-Juan, 1er mars 1815. Dans la petite cabine du navire, ces phrases résonnaient encore alors que le brick s'approchait lentement de la côte. Français, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos vœux. Vous réclamiez ce gouvernement de votre choix qui seul est légitime. Vous accusiez mon long sommeil. Vous me reprochiez de sacrifier à mon repos les grands intérêts de la patrie. J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce. J'arrive parmi vous reprendre mes droits qui sont les vôtres. Soldats, votre général appelé au trône par le choix du peuple vous est rendu. Venez le rejoindre, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre. Ses droits ne sont que ceux du peuple et les vôtres. Son intérêt, votre honneur et votre gloire. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors, vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors, vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. Ces paroles vont créer la légende du retour de l'aigle. La petite flottille débarque maintenant à Golfe-Juan, qui, à l'époque, n'est qu'un paisible hameau de pêcheurs. Le premier bivouac est installé sous un olivier, près de la plage. Une stèle en mosaïque sur l'actuel port de Plaisance signale aux touristes l'emplacement exact du débarquement. Le conseiller municipal, Jérôme Jourdan, ne peut offrir qu'un verre de vin de sa vigne à l'empereur, qu'accompagne un petit millier d'hommes. « Cambronne, dit celui-ci en débarquant, je vous confie l'avant-garde de ma plus belle campagne. Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une seule goutte de sang. » Avec le concours du peuple et de l'armée, l'empereur humilié, qui avait été contraint d'abdiquer alors que la France connaissait les souffrances de l'invasion, aspirait à cette restauration pacifique qui seule pouvait légitimer son entreprise audacieuse, la reconquête du pouvoir, en jouant sur son charisme et sa popularité qu'il pensait toujours aussi grande. Par hasard, il croisa, non loin d'Antibes, le duc de Valentinois, prince de Monaco, futur Honoré V, avec lequel il engagea la conversation. « Venez-vous avec nous, Monaco ?» demanda l'empereur en riant. « Mais non, sire, je vais chez moi. »« Et moi aussi !» reprit Napoléon.
Mais l'aventure s'avéra plus périlleuse qu'il ne l'aurait pensé. Au départ, toutefois, tout se passe pour le mieux, et Napoléon regrette presque la passivité de la petite garnison d'Antibes. Bien qu'il voulait reprendre sa couronne sans verser une seule goutte de sang, le soldat qui est toujours en lui dira plus tard: j'aurais préféré que l'on se battît un peu, qu'il y eut 50 hommes de la garde tués et 200 royalistes. Cela aurait permis des mesures énergiques. Quant aux premières populations rencontrées, souvent curieuses, elles se montrent hésitantes. Elles entourent les grenadiers aux bonnets à poil qui viennent de débarquer avec plus d'anxiété que de sympathie. Comment ne penserait-elle pas au spectre de la guerre qui ne manque pas de se profiler derrière l'empereur? Napoléon prend vite conscience de cette crainte, surtout lorsqu'un maire d'une petite commune voisine lui dit, les yeux baissés, d'une voix chevrotante: nous commencions à devenir heureux et tranquilles. Vous allez tout troubler. Je ne saurais exprimer combien ce propos me remua, ni le mal qu'il me fit, avouera plus tard Napoléon, qui va alors tenter de rassurer les plus sceptiques. Il avait d'abord pensé se rendre en Provence et s'arrêter à Marseille, mais l'on l'avait dissuadé. L'hostilité des Marseillais et des Provençaux en général était avérée, et le plus sage pour lui était de gagner au plus vite Grenoble, où se trouvait une population plus bienveillante à son égard et une garnison entièrement acquise à sa cause. Le moins que l'on puisse dire, en effet, est que la cité phocéenne n'avait jamais vraiment porté Napoléon dans son cœur, lui reprochant surtout ses ivresses de grandeur et de gloire, et il n'aurait sans doute pas été le bienvenu à Marseille. Le fidèle préfet, Antoine Thibaudot, qui le servira avec un zèle remarquable jusqu'à la fin, avait démissionné de toutes ses fonctions en avril 1814, lors de la première Restauration, et Barre de fer, comme le surnommaient les Marseillais, avait dû fuir la ville sous un déguisement pour échapper aux royalistes. Dans ses mémoires, il écrira plus tard qu'il attendait Napoléon non plus comme empereur, mais comme le brave vengeur de la France révolutionnée, exerçant une dictature jusqu'à ce que la nation, ayant reconquis son indépendance par les armes et les négociations, constitua son gouvernement. Voilà de quoi faire dresser sur leur tête les cheveux des Marseillais. Il faut dire que Thibaudot était à ce moment-là l'un des rares inconditionnels de Napoléon, qui restait persuadé qu'il n'avait commis aucune faute, ni aucune erreur. Même Stendhal, fidèle parmi les fidèles de l'empereur, reconnaissait alors les erreurs de son grand homme, et jamais d'ailleurs il ne sera dithyrambique avec lui. Dans ses mémoires sur Napoléon, qu'il écrivit en 1837, 16 ans après la mort de l'empereur, c'est d'ailleurs un portrait contrasté qu'il tracera de Napoléon. Stendhal y soulignera ses grandes réalisations, aussi bien que ses erreurs. Mais si le grand romancier, auteur du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme, n'avait pas toujours approuvé tout ce que faisait Napoléon, en revanche, il avait suivi sans hésiter, notamment dans ses défis lancés à tous les souverains d'Europe, écrivant notamment à sa sœur Pauline en 1805 à propos de la politique de conquête de l'empereur: cette guerre va augmenter notre bonheur et faire celui de l'Europe en répandant nos lumières à Naples et dans l'Allemagne et la Hollande et bientôt dans l'Espagne et le Portugal. À Marseille,
Sous le Premier Empire, les guerres furent toujours mal acceptées, et la cité phocéenne se retrouvera souvent en première ligne de la contestation, car elle était gravement touchée par la crise économique. Le blocus exercé par la marine britannique avait par ailleurs gêné l'approvisionnement de la région et asphyxié le commerce français en Méditerranée. On peut comprendre, dans ce contexte, l'animosité des Marseillais envers Napoléon, même si celui-ci tenta, dès le début, de soutenir les industries de la ville et de développer ses activités anciennes, comme la savonnerie, voire même d'en créer de nouvelles. Enfin, cerise sur le gâteau, Napoléon avait toujours favorisé avec ostentation notre vieille rivale, Aix-en-Provence. C'est sans doute pour toutes ces raisons que les Marseillais ne portaient pas le petit Corse dans leur cœur. Et cela s'était traduit par une quasi-indifférence de leur part lorsque l'on baptisait, par exemple, une rue évoquant ses conquêtes ou ses victoires, comme la rue de Marengo, la rue des Héros, de Lodi ou de la Grande Armée. De son côté, Napoléon avait confié à Portalis en 1809 « Je n'aime pas Marseille », même si son premier amour fut une Marseillaise, Désirée Clary, dont on connaît le fabuleux destin. On imagine donc l'inquiétude et le mécontentement des Marseillais lorsqu'ils apprirent le retour de Napoléon de l'île d'Elbe. L'empereur décida de quitter la grande route d'Aix à Nice et de s'engager à droite, juste en face de la chapelle, sur le chemin de la montagne. C'est donc par les Alpes qu'il gagnera Grenoble, puis Lyon. Il évitera par conséquent le cœur de la Provence profondément royaliste, dont d'ailleurs il avait gardé en mémoire son atroce traversée à la fin du mois d'avril 1814, les colibés, des injures, voire même cette grêle de pierres lancée contre sa berline. Première étape, la ville de Grasse, dont le parfum constitue la richesse. Mais le maire, le marquis de Goudron, comme le constate Cambronne, envoyé en avant-garde, est un ardent royaliste. « Au nom de quel souverain parlez-vous » lui demande le maire. « Au nom de l'empereur Napoléon. »« Nous avons notre souverain et nous l'aimons. »« Monsieur le maire, reprend Cambronne, je ne viens pas faire de la politique avec vous, mais pour vous demander des rations, parce que ma colonne sera ici dans un instant. » Le maire s'exécute, mais l'agitation qui règne à Grasse incite Napoléon à ne pas entrer dans la ville. Le froid est intense et la progression difficile dans la neige. Les lanciers doivent porter leurs selles et leurs brides sur les épaules. Le bivouac est installé à Saint-Vallier-de-Thiers, sous un ormeau. Sur la place du village, une colonne surmontée d'un buste rappelle le passage de l'empereur qui gravit alors la dure montée qui le conduit à Escragnole, au cœur d'un cirque rocheux d'une sauvage beauté. Au cours de cette montée, à un moment donné, un mulet, chargé de coffres de monnaie, bascule dans un ravin. Le trésor sera retrouvé plus tard par un paysan dont il fera la fortune. À Escragnole, le curé du bourg, compatissant, lui apporte 2 œufs. Avant de repartir, Napoléon vint saluer la mère du général Mireur, mort à 28 ans lors de la campagne d'Égypte et qui avait été, au 25 rue Tubanon à Marseille, en 1792, l'interprète de la Marseillaise, le fameux chant de Rouget de Lille, devenu notre hymne national. La petite troupe continue à monter, et la nuit tombe, lorsque arrive enfin,
au hameau de Serranon, dont les quelques maisons s'étagent dans une magnifique vallée. Bientôt apparaît le petit château de Brondé, appartenant au maire de Cannes, dont il ne reste aujourd'hui que des ruines. Marchand monte le lit de l'empereur, mais celui-ci, épuisé, s'endort tout habillé sur un fauteuil. Mais il s'agit de ne pas perdre de temps. Il faut prendre de vitesse Masséna, fidèle à Louis XVIII, et arriver à Sisteron avant la garnison de Marseille. Masséna Masséna est loin d'être un inconnu pour Napoléon, qui fit de ce soldat valeureux, natif de Nice, un maréchal d'Empire en 1804. Doué de talents militaires devant lesquels il faut se prosterner, d'un rare courage et d'une ténacité remarquable, disait de lui Napoléon, Masséna, qui se distingua particulièrement à Wagram, ouvre son orgueil immense dissimulé sous un masque de bonhomie, avait un défaut incoercible. Il était asservi par l'argent, et lui seul le faisait marcher. Il n'était donc guère fiable. Rallié à Louis XVIII en décembre 1813, il est le premier maréchal qui ait eu connaissance du débarquement de Napoléon au golfe Jouan, et aussitôt il lança ses troupes à sa poursuite. Sa conduite parut équivoque et lui valut par la suite l'accusation d'avoir trahi tout le monde. Il n'hésita pas à appeler son ancien maître l'ennemi. Napoléon s'était décidé de sévir contre celui qui l'avait fait duc de Rivoli et prince d'Essling en 1810, en raison de ses malversations pour ramasser toujours plus d'argent en Italie. L'aversion de Masséna pour Napoléon, qu'il jalousait depuis longtemps, s'en trouva décuplée. Même s'il affichait des sentiments légitimistes, il n'appréciait guère plus les Bourbons, qu'il servait pourtant avec zèle. Mais il ne souhaitait pas le retour de l'Empire, et ne parviendra pas à rattraper la petite troupe de Napoléon qu'il avait pris de vitesse, et les royalistes le lui reprochèrent. Finalement, il se résignera à reconnaître l'empereur en avril et loua en termes dithyrambiques l'ennemi devenu tout à coup le grand Napoléon. Mais revenons au mois de mars 1815 et aux pérégrinations de la petite armée napoléonienne à la reconquête de la France. Le 3 mars, la petite troupe atteint Castellane. C'est au son des tambours et de la musique militaire que, monté sur un cheval bai, Napoléon, en uniforme de colonel de grenadier, coiffé de son fameux bicorne, fait son entrée dans la ville, dominée par son écrasant rocher de 184 mètres, coiffé par sa vieille chapelle. Napoléon déjeune à la sous-préfecture, dans un modeste petit bâtiment, au numéro 34 de l'étroite rue nationale, et qui deviendra le foyer Sainte-Dévote, maison familiale de vacances destinée aux familles nécessiteuses de la principauté de Monaco. Puis, départ pour Digne-les-Bains, et quelques kilomètres avant, troisième nuit napoléonienne à Parème, connu pour sa richesse géologique autant que par son passé historique. Au hameau de la Clappe de Bédegin, Napoléon, affamé, dévore une omelette et boit un verre de vin pétillant de Chabrière. S'étonnant du prix exorbitant demandé pour cette collation, il se voit répondre par l'aubergiste astucieux « Sire, ce ne sont pas les œufs qui sont rares, ce sont les empereurs. » À Digne, l'empereur s'attable à l'auberge du Petit Paris, cour des Arès, qui borde l'actuelle place de la Libération. La foule s'amasse, plus curieuse qu'enthousiaste, mais Napoléon s'adresse à elle et sa courte harangue est applaudie. «
Le plus enthousiaste dans cette foule colorée est un vieux paysan à qui Napoléon donne généreusement 5 francs. L'homme, passablement éméché, s'écrie alors: Vive l'empereur! À bas Napoléon! Ce qui provoque l'hilarité générale. Un imprimeur présent sur les lieux accepte de composer et de tirer la proclamation aux Français et à l'armée. Le soir, bivouac à Malijai, dans un château édifié dans les années 1630, puis restauré et agrandi par la famille Noguier. Napoléon s'assoupit dans un fauteuil que l'on a conservé près d'un feu de bois. Un peu plus loin, un second château, construit entre 1510 et 1530 par Pierre de Glandevès, dévoile 4 tours majestueuses et un superbe escalier en colimaçon. Mais les Ailebois, comme l'on commençait à les appeler, n'ont guère le temps de faire du tourisme. Le 5 mars, qui est un dimanche, Napoléon prend toutefois le temps de déjeuner à l'hôtel du Poisson d'Or de Vologne d'un savoureux canard aux olives. Puis il marche régaillardi vers le superbe village de Sisteron, tapi au pied de sa célèbre forteresse, où le maire, Joseph Laurent de Combert, se porta au-devant de lui en arborant fièrement la décoration du lys sur la poitrine. Ôtez donc cela pendant que je suis ici, lui conseilla à mi-voix Napoléon. Mes soldats pourraient vous insulter. Une chambre est préparée pour l'empereur à la modeste auberge du Bras d'Or, au numéro 20 de l'obscure rue de la Sonnerie. De son unique fenêtre au 4e étage, Napoléon peut découvrir une admirable vue sur la Durance et les grands pans de roche du défilé. C'est là, tout en se restaurant, qu'il engagea la conversation avec le sous-préfet et lui demanda si, selon lui, les Français auraient plaisir à le voir sur le trône. La réponse ne fut peut-être pas celle qu'il attendait. « Je crois que oui, » répondit le sous-préfet, qui ajouta aussitôt d'un air navré. Si l'on ne craignait pas de voir revenir avec vous la conscription et tous ces fléaux. »« Je sais, » reconnut l'empereur en soupirant. « Je sais qu'il a été fait bien des sottises, mais je viens tout réparer. Mon peuple sera heureux. » C'est ce jour-là qu'à Paris, le baron de Vitrolles, secrétaire d'État, reçut une dépêche provenant de Lyon. Aux Tuileries, les doigts goutteux de Louis XVIII eurent le plus grand mal à ouvrir l'enveloppe que lui tendait le baron. « Vous ne savez pas ce que c'est » lui demanda le roi, les yeux fixés sur la missive. « Non, sire, je l'ignore. » « C'est Bonaparte qui a débarqué sur les côtes de Provence. » Puis, d'un ton détaché, il demanda à Vitrolles d'apporter cette dépêche au ministre de la Guerre et rajouta: « Il verra ce qu'il aura à faire. » Le ministre de la Guerre n'est autre que le maréchal Soult, un autre maréchal d'Empire et duc de Dalmatie par la grâce de Napoléon, le dernier maréchal à avoir combattu l'ennemi en 1814. Surpris et incrédule, il décida au bout d'une heure de faire revenir quelques batteries de la garnison de Grenoble au-devant de son ancien maître, mais il ne prend aucune mesure pour le retarder dans sa longue marche. Était-ce sciemment? Pas le moins du monde. Guère plus reconnaissant que Masséna, il le qualifie de démon, dont quelques gardes champêtres suffiront à faire justice. En fait, il sous-estimait le danger
contrairement au baron de Vitrolles, qui crut utile de prévenir aussi le comte d'Artois, futur Charles X. Il était persuadé que monsieur, par sa bonne grâce et son éloquence chevaleresque, pourrait entraîner de nombreux régiments. Mais lorsqu'il arrive au pavillon de Marsan, il apprend que le comte d'Artois est à Vêpres. À Vêpres, se dit Vitrolles. Comment peut-on être à Vêpres en de telles circonstances? Jacques II, roi d'Angleterre en 1685, perdit son royaume pour une messe. Ceux-ci perdront-ils le leur pour des vêpres? En fait, Louis XVIII, qui se méfiait de son frère, ne l'avait pas prévenu, et monsieur semblait tout ignorer, comme put le constater Vitrolles. Eh bien, demanda le comte d'Artois sur un ton guilleré, m'apportez-vous des nouvelles de nos voyageurs? Les voyageurs en question étaient le duc et la duchesse d'Angoulême, Madame Royale, fille de Louis XVI, rescapée du Temple, et son époux, qui se trouvait en voyage officiel à Bordeaux. Comme le maréchal Soult, d'Artois ne semble guère troublé par la nouvelle du retour de Napoléon en France. Vitrolles s'efforce alors de lui exposer la gravité de la situation. Les troupes ne seront fidèles que si les princes se mettent à leur tête, lui dit-il. C'est vous, monseigneur, qui pouvez le mieux assurer la fidélité de l'armée et réveiller ce qu'il y a de zèle et d'amour pour la cause royale dans les populations. Après bien des hésitations, le frère de Louis XVIII, agacé, finit par lancer. « Eh bien, je pense que vous avez raison et qu'il faut graisser mes bottes. »« Ah non, monseigneur !» s'écria alors Vitrolles. « Il faut partir sans que vos bottes soient graissées. » Le soir même, le comte d'Artois prend la route de Lyon afin de courir sus à Bonaparte, traître et rebelle, pour s'être introduit à main armée dans le département du Var. Il est suivi, quelques heures plus tard, par le duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe. La presse, informée, stigmatise aussitôt Napoléon, cet homme tout couvert du sang des générations. Dans les jours qui suivront, les anciens compagnons de l'empereur se mettront au diapason, dénonçant Bonaparte, l'ennemi public. Des généraux, des comtes d'empire, des gens qui doivent tout à Napoléon, le descendent plus bas que terre, suivant en cela l'exemple du ministre de la guerre. Bonaparte, écrit Soult, nous méprise assez pour croire que nous pourrons abandonner un souverain légitime et bien-aimé pour partager le sort d'un homme qui n'est plus qu'un aventurier. L'ingratitude est la chose du monde la mieux partagée. Ce sont ces mêmes gens qui iront se jeter dans ses bras lorsqu'il entrera le 20 mars à Paris, que Louis XVIII a quitté précipitamment la veille, oubliant même d'emporter ses pantoufles. Ce sont mes pantoufles que je regrette davantage, confiera le roi à Macdonald avant de se diriger sur Gand en Belgique. Vous saurez un jour, mon cher général, ce que c'est que la perte de pantoufles qui ont pris la forme du pied. Mais reprenons le cours des événements incroyables de ce mois de mars 1814. Le 5 mars, Napoléon a donc quitté Sisteron et poursuit sa route vers Gap et Grenoble. Le lendemain, 6 mars, pour la première fois depuis son débarquement à Golfe-Juan, depuis sa berline, il entend crier « Vive l'empereur! Vive notre père! Vive le père de la nation !» Il a alors le sentiment de retrouver enfin les Français tels qu'il les aime. L'amour de la gloire et la vaillance est chez le Français une espèce de sixième sens, disait-il
2 jours plus tôt au comte Bertrand. À Gap, écrit-il, je fus environné par une grande multitude lorsque j'étais au bivouac. Je parlais à tout le monde, comme au grand cercle des Tuileries. Les paysans étaient dans la joie et disaient, en parlant des nobles, « Ils voulaient nous atteler à nos charrues !» Les soldats retirés venaient à la tête des habitants de leur village et assuraient à leurs concitoyens que j'étais bien Bonaparte. Des paysans tiraient de leurs poches des pièces de 5 francs à mon effigie et criaient « C'est bien lui !» Cet accueil le réconforte, et aussitôt il adresse ses remerciements à la population en ces termes. Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, empereur des Français, aux habitants des départements des Hautes et Basses-Alpes. Citoyens, j'ai été vivement touché de tous les sentiments que vous m'avez montrés. Vos vœux seront exaucés. La cause de la nation triomphera encore. Vous avez raison de m'appeler votre père. Je ne vis que pour l'honneur et le bonheur de la France. Mon retour dissipe toutes vos inquiétudes. Il garantit la conservation de toutes les propriétés, l'égalité entre toutes les classes, et les droits dont vous jouissiez depuis 25 ans, et après lesquels nos pères ont tous soupiré, forment aujourd'hui une partie de votre existence. Dans toutes les circonstances où je pourrai me trouver, je me rappellerai toujours avec vif intérêt tout ce que j'ai vu en traversant votre pays. Signé Napoléon. Et la colonne reprit son chemin avec plus d'allégresse en direction de Grenoble, bientôt précédée par un drapeau tricolore improvisé par quelques morceaux d'étoffe et surmonté d'un aigle provenant sans doute de quelques flèches de ligue ou tringles de fenêtre. Après Gap, avec la remontée sur Corps, aux portes de l'Isère, ce sont des panoramas uniques qui vinrent agrémenter l'itinéraire. À Saint-Bonnet-en-Champsaur, où séjour de marché, des paysans des environs veulent s'embrigader dans la petite armée, et les villageois acclament l'empereur. On passa la nuit dans le village de montagne de Corps, et c'est le lendemain, 7 mars, que Napoléon apprend que Soult a donné l'ordre à ses troupes de Grenoble d'arrêter la marche des brigands de Bonaparte, selon l'expression du préfet Fournier. C'est donc là, dans sa petite chambre de l'hôtel du Palais, dans un décor presque misérable, que le sort de Napoléon allait maintenant se jouer. Tout à l'heure, les soldats de Louis XVIII allaient-ils oser tirer sur lui? Le 5e de ligne venu de Grenoble, dirigé par le commandant de Lessart, approche du village et longe le dernier des 3 lacs de la Fraye. Napoléon n'a pas l'intention de les attendre sagement dans sa chambre. Il revêt sa célèbre redingote grise, monte dans sa calèche découverte et s'avance vers lui. Le colonel Raoul, de l'état-major de l'empereur, ne dissimule pas son inquiétude. Au galop, il se porte vers le commandant de Lessart et l'interpelle. « Tirerez-vous »« Je ferai mon devoir » lui répond celui-ci. Mais les soldats de Louis XVIII tremblent de tous leurs membres et sont pâles comme la mort. Napoléon descend alors de sa voiture et s'avance vers eux, tandis que la petite musique des Elbois joue la Marseillaise. « Le voilà, feu !» hurle le jeune capitaine Randon. Les fusils tremblent, mais pas un homme n'ose épauler. Alors Napoléon s'arrête et lance d'une voix forte: « Soldats du 5e, je suis votre empereur, reconnaissez-moi !» Un silence de mort règne sur cette scène surréaliste.
Il fait alors encore 2 ou 3 pas, en trouve sa redingote grise et crie. « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà !» Un immense cri de « Vive l'empereur !» lui répond aussitôt. Napoléon a gagné la partie. Les cocardes blanches joncent le sol, marquant pour la postérité l'emplacement baptisé Prairie de la Rencontre où s'est jouée la scène. Elles sont remplacées par les cocardes tricolores que les soldats avaient gardées dans leur sac depuis l'année précédente. Bientôt, le 7e de ligne, dirigé par le commandant Labédoyère, arrive à son tour sur les lieux. À nouveau, on se pose la question de savoir ce que feront ces soldats. Mais dans un geste qui le fera condamner à mort, Labédoyère tire son épée et s'exclame. « À moi, soldats du 7e! À moi, mes braves camarades! Je vais vous montrer notre chemin! En avant! Qui m'aiment me suivent !» Aux cris de « Vive l'empereur !» qui seront repris bientôt par tous, la 7e ligne s'ébranle. Et dans la soirée, le général Marchand, qui défend la place de Grenoble et dont la fenêtre domine les remparts de la ville, voit avec effroi l'usurpateur, suivi de sa petite armée, solidement renforcée et entourée de paysans brandissant des fourches, défilant fièrement sous son nez. Ces hommes, sommés de tirer, s'y refusent et rejoignent Napoléon. À l'hôtel des Trois Dauphins, place Grenette, où Napoléon est descendu, et qui porte aujourd'hui le nom d'hôtel Napoléon, l'empereur congratule chaleureusement Labédoyère, qui, ce soir du 7 mars, est le sauveur, et qu'il nommera général sitôt leur arrivée à Paris. Le lendemain, il passe en revue ses forces et, en défilant devant lui, les hommes, montrant leurs cocardes, crient « C'est celle d'Austerlitz! C'est celle de Friedland! Je l'avais à Marengo !» Et l'empereur, très ému de s'exclamer « Jusqu'à Grenoble, j'étais l'aventurier. À Grenoble, j'étais prince. » De la Méditerranée jusqu'aux portes de Grenoble, la route de l'épopée des Elbois est aujourd'hui une route touristique très empruntée et porte, comme il se doit, le nom de route Napoléon. Après Grenoble, le reste du trajet jusqu'à Paris se fera dans l'allégresse générale, sous les acclamations des populations, et la troupe continuera à s'étoffer, tandis qu'à Lyon, où est arrivé le comte d'Artois, l'accueil des régiments est glacial, place Bellecour. Personne ne crie « Vive le roi !» Un seul cri, prononcé par un seul homme, suffirait pourtant à son bonheur, mais même ce vieux dragon, auquel il s'adresse avec bienveillance en lui proposant de crier avec lui « Vive le roi !» reste immobile et impassible, les yeux fixes, la bouche béante. Rouge de colère, d'Artois se rend alors à l'archevêché. La foule est considérable, mais elle ne le salue même pas. Elle attend Napoléon. Elle attend Napoléon qui, dit-on, est déjà aux portes de la ville. Il est 11 heures du matin, ce 10 mars, et le frère du roi n'a pas d'autre possibilité que de partir et de suivre l'exemple de son cousin Orléans, qui, depuis de bonnes heures déjà, a repris la route de Paris. Le maréchal MacDonald essaie bien de défendre Lyon. Il renvoie tout d'abord quelques dragons en reconnaissance. Bientôt les cavaliers reviennent, l'air catastrophé. Qu'ont-ils vu? L'avant-garde de Napoléon qui arrive joyeusement et entre déjà dans les faubourgs de la Guillotière. Moins d'une heure plus tard, MacDonald aperçoit lui-même dans le lointain les shakos du 4e hussard, avant-garde de l'empereur. Alors, sans tergiverser davantage, il saute sur son cheval et part à toute allure, bientôt poursuivi par les hussards impériaux.
Il réussira toutefois, in extremis, à rattraper la voiture du frère du roi. Il était temps. Il ne pouvait plus tenir en selle et son cheval était épuisé. À Lyon, en fin d'après-midi, Napoléon est accueilli avec enthousiasme. Il est visiblement heureux. Mais il n'est pas dupe. Il sait que de même que les Français ont accepté le retour des Bourbons, mais pas celui de l'Ancien Régime, de la même façon, ils acclament l'empereur qui ne cesse de répéter qu'il veut leur apporter le bonheur et la sécurité, mais ils ne souhaitent pas le retour des guerres et de toute la misère qu'elle engendre. Lui aussi ne la souhaite pas. Et il croit que l'Europe, bon gré mal gré, finira par entériner son retour et ne va pas se liguer contre lui. Il le croit, ou peut-être, plus vraisemblablement, il feint de le croire. Installé à l'archevêché, dans les appartements qui étaient ceux du comte d'Artois, en début de matinée, son premier souci est d'écrire à son épouse, Marie-Louise, et de la rassurer. Mon avant-garde est à Chalon-sur-Saône. Je pars cette nuit pour la rejoindre. Les peuples courent en foule au-devant de moi. Des régiments entiers quittent tout pour me rejoindre. Je serai, quand tu recevras cette lettre, à Paris. Viens me rejoindre avec mon fils. J'espère t'embrasser avant la fin du mois. On sait que Marie-Louise ne le rejoindra jamais. 2 jours plus tôt, son père, l'empereur François, l'informait que le fils de l'échappé de l'île d'Elbe allait être transféré d'urgence à Schönbrunn, de Schönbrunn à la Hofburg, où il pouvait être plus facilement surveillé, ce qu'il fit le 18 mars. Marie-Louise s'inclina. Après avoir trahi le père, elle livrait le fils sans murmurer. Mais avait-elle le choix? Pendant ce temps-là, dans la capitale, le roi commençait à se décourager. Il n'a désormais plus d'espoir qu'en Ney. Ney, autre maréchal d'Empire, rallié aux Bourbons. Le maréchal Michel Ney, fait duc d'Elchingen, puis prince de la Moscova par Napoléon, barre alors la route de Paris, répétant sans cesse qu'il ramènera Bonaparte dans une cage de fer. Mais il apprend le ralliement de Lyon et reçoit la proclamation lancée par l'empereur à son débarquement. Sa résolution est alors ébranlée. Relisant à haute voix ces phrases d'une si claironnante démagogie qu'elles émouvront encore de nombreuses générations de Français, il lance. Oh, on n'écrit plus comme ça. Le roi devrait écrire ainsi. C'est comme ça qu'on parle aux soldats et qu'on les émeut. Il tergiverse pendant 2 jours, ne dissimulant nullement son entourage ses problèmes de conscience. Il faudrait revenir vers Napoléon, mais il redoute sa rancune. Ne fut-il pas l'un de ceux qui, à Fontainebleau, l'ont le plus ardemment poussé à l'abdication? Cet enragé-là, se dit-il, ne me pardonnera jamais. Il pourrait bien me faire couper la tête avant 6 mois. Mais bientôt, sentant monter le flot de l'enthousiasme bonapartiste, il s'écria douloureusement. « Oh, je ne puis pourtant pas arrêter l'eau de la mer avec mes mains !» Une lettre de Bertrand et un billet autographe de Napoléon lui demandant de le rejoindre achevèrent de le convaincre. Il s'adressa alors à ses troupes et, après quelques hésitations, d'une voix claire, lit un texte qu'il avait préparé. « Officiers, sous-officiers et soldats, la cause des Bourbons est à jamais perdue. » Un cri formidable de « Vive l'empereur !» l'interrompit. Bientôt, le délire succéda à l'angoisse.
La rencontre entre Napoléon et Ney eut lieu à Auxerre, le 18 mars, chez le préfet Ganneau. Ney tente d'abord de se justifier et lance dans un long soupir: Votre Majesté a sans doute entendu dire que j'avais promis de la ramener dans une cage de fer. Je ne le crois nullement. Et cependant, sire, c'est vrai. L'empereur a du mal à réprimer un mouvement d'indignation, mais comme il savait qu'il en avait besoin, il le prit dans ses bras, et le prince de la Moscova reçut les ordres de son souverain comme si rien ne s'était passé depuis leur séparation. On sait l'estime que Napoléon portait au courage physique, et Michel Ney s'élevait au-dessus même de sa réputation dans ce domaine. Et au récit de ses exploits, l'empereur s'était tout souvent exclamé: Quel homme! Quel soldat! Quel vigoureux gaillard! Mais cette inimitable intrépidité n'arriva jamais à lui faire oublier que le brave des braves tenait de la canaille. Quant à Sainte-Hélène, il apprendra sa condamnation à mort par la cour des pairs. Il dira, avec une pointe de cruauté: Ney a eu ce qu'il méritait. Je le regrette comme un homme précieux sur le champ de bataille, mais il était trop immoral et trop bête pour réussir. Le lendemain, le dimanche des Rameaux, Napoléon quitte Auxerre et un courrier porté au roi annonce qu'il poursuit sa marche sur Paris. Ce soir, il peut même arriver à Fontainebleau. C'est alors que Louis XVIII, ne voulant pas s'engager dans une résistance inutile et faire couler le sang, résolut de partir immédiatement, oubliant ses pantoufles dans l'affolement. Le 20 mars, au petit matin, le drapeau blanc est retiré de la façade du château. Quelques instants plus tard, signe avant-coureur de l'arrivée de l'empereur, un cavalier portant un drapeau tricolore surgit de la brume matinale. C'est le général Excelmans, qui vient de Fontainebleau où Napoléon est arrivé. Aussitôt, les trois couleurs flottent au balcon de la salle des maréchaux. Comme par miracle, voici à présent des femmes et des hommes, anciens domestiques de Napoléon, qui réintègrent le château comme si leur maître revenait de l'une de ses résidences. Uniformes impériaux et livrées vertes réapparaissent. Tout le monde est euphorique. Napoléon entrera à Paris en fin d'après-midi. Il y reçoit un accueil extraordinaire. Ce ne sont pas seulement des cris de « Vive l'empereur » qui sont poussés, mais de véritables rugissements de joie qui accueillent Napoléon, littéralement arraché de sa voiture et porté de bras en bras par un torrent humain jusqu'au premier étage des Tuileries. L'explosion fut irrésistible. Je crus assister à la résurrection du Christ, rapporte le baron Thibaut. Si les petites gens, domestiques, secrétaires, sous-officiers, sont nombreux à l'accueillir et à se mettre aussitôt à son service, 2 maréchaux seulement sont présents, Davout et Lefebvre. Le second, perdu dans la foule, est à peine remarqué. Le premier, affectueusement reçu, se voit aussitôt proposer par l'empereur d'entrer dans le gouvernement qu'il s'apprête à former. Son attitude et sa loyauté depuis le retour des Bourbons méritaient amplement la reconnaissance impériale. Rares étaient les maréchaux qui pouvaient s'enorgueillir de lui être restés fidèles. D'ailleurs, la plupart virent avec inquiétude, quelques-uns avec terreur, son retour. Il faut reconnaître que leur position était inconfortable. Quitter Napoléon pour aider Louis XVIII à relever la patrie abattue, c'était trahir.
renier son serment et quitter le roi pour aider l'empereur. Attitude choisie par certains, comme Ney et Soult, qui accepta le poste de major général. C'était être franc et loyal avec Napoléon, mais trahir Louis XVIII qui leur avait tendu la main. Davout fut l'un des rares maréchaux à ne pas avoir voulu accepter de se ranger derrière le roi et être resté loyal avec l'empereur. Napoléon lui offrit le portefeuille de la guerre. Quant à Soult, son prédécesseur, il fut l'un des premiers à se rallier à l'empereur qui lui confia le poste de major général. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Napoléon pouvait avoir, certes, de nombreux défauts, mais qu'il n'était guère rancunier. C'est avec beaucoup de peine qu'il composera son gouvernement. Cambacérès est forcé d'accepter le ministère de la Justice, mais il ne paraîtra quasiment pas place Vendôme pendant les 100 jours. Et Caulaincourt accepte, sans enthousiasme, le portefeuille des affaires étrangères, car il connaît trop bien la scène internationale pour nourrir le moindre doute sur l'attitude hostile des grandes puissances. Par souci de ce que nous appellerions aujourd'hui l'ouverture, il refuse la police à Savary, réputé trop dur, et nomme Fouché, qui le trahira après les 100 jours. Enfin, à l'intérieur, il fait appel à Lazare Carnot, alors qu'il avait été de tout temps l'adversaire du régime. Mais il sait que c'est un ardent patriote qui est toujours présent lorsqu'il juge que les intérêts vitaux de la nation sont en jeu. En attendant, Napoléon s'efforce de ne pas songer à tous les problèmes qui ne vont pas manquer de se poser dans les prochains jours, et savoure ces quelques moments exceptionnels. Ivre de bonheur, les yeux mi-clos, il se laisse aller dans sa félicité sans penser au lendemain. Il sait bien que l'état de grâce sera de courte durée et qu'une tâche immense l'attend. Dès le lendemain, alors que la foule acclamait encore l'empereur, il soupire, déjà dégrisé. Le temps des compliments et des flatteries est passé. Ils m'ont laissé arriver comme ils ont laissé partir les autres. Il songe sans doute à la réflexion qu'il fit à son secrétaire lorsque, premier consul, il aménagea pour la première fois aux Tuileries en février 1800. « Bourrienne, ce n'est pas tout d'être aux Tuileries, il faut y rester. » L'une des toutes premières mesures prises par Napoléon dès son installation le 24 mars fut l'abolition de la censure. Il y eut aussitôt profusion de libelles, pamphlets et gazettes qui reprirent sous des formes différentes cette déclaration du journal d'Ulysse. « Le monstre qui nous gouverne n'a pour lui que la racaille. Bonaparte est rentré à la tête d'une troupe de misérables. Il est poursuivi par la haine et le mépris de tous les Français. » Comme on le voit, la presse d'obédience royaliste ne l'épargnera guère, pas plus d'ailleurs que les feuilles et les écrits jacobins, et surtout libéraux. Seuls les bonapartistes purs l'encenseront, écrivant notamment « Napoléon revient sur les ailes de l'amour. Peuple abusé, reconnais ton prince, ton libérateur et ton Dieu. On ne peut point aimer l'empereur, on ne peut que l'adorer. » Si l'une de ses premières mesures fut d'abolir la censure, son premier souci sera de proclamer à toute l'Europe qu'il souhaite ardemment la paix et la réconciliation, et il adresse une circulaire aux souverains de Russie, de Prusse et d'Angleterre. Assez de gloire à illustrer tour à tour les drapeaux des diverses nations, écrit-il notamment.
Les vicissitudes du sort ont assez fait succéder de grands revers aux grands succès. Une plus belle arène est aujourd'hui ouverte aux souverains, et je suis le premier à y descendre. Sur un sceau, qui ne sera pas achevé assez tôt, on peut lire sa proclamation de foi. Plus de guerre, plus de conquête. Je veux régner en paix et faire le bonheur de mes sujets. Mais les grandes puissances ne l'entendent pas de cette oreille. Ni paix, ni trêve, plus de réconciliation avec cet homme, répond aussitôt le tsar, et sa position est celle de la plupart des cours européennes, alors qu'elles avaient commencé les négociations du Congrès de Vienne devant établir un nouvel ordre sur le continent. Une 7e coalition se forma aussitôt avec l'Angleterre à sa tête, bien décidée à abattre une bonne fois pour toutes l'ogre. Napoléon n'avait plus d'autre choix que de relever cet ultime défi. Espérait-il vraiment y parvenir? La question reste posée. En tout cas, en quelques semaines, il parviendra à réorganiser sa grande armée. Mais de là à remporter des victoires. Le dimanche 11 juin, il assista à sa première messe aux Tuileries. Thibaut est frappé par le changement qui s'est opéré en lui. Son regard, jadis si formidable, avait perdu sa puissance. Sa tête n'avait plus ce port qui caractérisait le dominateur du monde. Tout semblait dénaturé, décomposé en lui. La pâleur ordinaire de sa peau était remplacée par un teint verdâtre, fortement prononcé. Le soir, après le dîner de famille, il prend mélancoliquement sur ses genoux le petit Louis, le fils d'Hortense, qu'on appelait Oui-Oui, et qui sera un jour l'empereur Napoléon III. Ses yeux croisent ceux de Fanny Bertrand, l'épouse du général Bertrand. « Eh bien, Madame Bertrand, pourvu que nous ne regrettions pas l'île d'Elbe. » Napoléon, malgré quelques succès, ne réussira pas à remporter de victoire décisive et l'aventure se terminera tragiquement avec la grande bataille de Waterloo le 18 juin. Le drame de la défaite sera atténué par la fière répartie du plus fidèle des fidèles, le général Cambronne. « La garde meurt et ne se rend pas !» Le vol de l'aigle n'aura duré que 100 jours. Napoléon abdique le 22 juin en faveur de son fils, l'Aiglon, qui ne régnera pas. Le dimanche 25 juin, il quitte Paris. Quelques milliers de Parisiens, rue du Faubourg Saint-Honoré, l'acclament, et des cris montent. « Vive l'empereur! Ne nous abandonnez pas !» Il décide de gagner Malmaison, en attendant les passeports qui lui permettront, pense-t-il, de gagner l'Amérique, comme l'encouragent à le faire certains officiers, en particulier le général Lallemand, qui tenta 4 jours après le débarquement à Golfe-Juan de soulever plusieurs garnisons en Picardie. Malmaison est alors tout en fleurs. Il y reçoit ses derniers fidèles et ses proches, comme la princesse Valeska. Longuement, elle pleure dans ses bras. Avec la reine Hortense, il évoque cette pauvre Joséphine qui serait bien malheureuse à présent. Joséphine était morte à Malmaison le 29 mai 1814, jour de la Pentecôte. Ses derniers mots furent « Bonaparte, l'île d'Elbe, le roi de Rome ». Voici à présent Madame Mère. Laetitia sait bien qu'elle ne reverra plus son Napoléon, et elle pleure.
Elle pleure abondamment, ce qui n'était pourtant pas dans la nature de cette femme forte et énergique. Adieu, mon fils. Adieu, ma mère. Ses yeux sont gonflés de larmes, mais il s'efforce de rester digne jusqu'au bout. Les officiers de la garnison de Malmaison entrent à leur tour dans la bibliothèque où il ressasse sa terrible défaite de Waterloo. Ah, nous voyons bien, balbutie l'un d'eux, que nous n'aurons pas le bonheur de mourir à votre service. Quand il quitte enfin le château où il a connu de si grands moments de bonheur avec Joséphine, il se retourne une dernière fois et regarde la façade du château. Que c'est beau, Malmaison! Sa calèche jaune, sans armoirie, s'éloigne rapidement. Les Prussiens sont tout proches et le canon tonne dans le lointain. Ce sont là les premiers tours de roue sur la route de Sainte-Hélène. On l'aura compris, le fugitif de l'île d'Elbe était déterminé et bercé d'illusions. Et le Napoléon des 100 jours, volontaire mais angoissé, contrairement au jeune général intrépide de guerre d'Italie ou à l'homme du 18 Brumaire. En fait, le Napoléon des 100 jours est descendu de son piédestal et il est presque dépouillé de son imposante stature. Privé des lauriers d'Alexandre, il n'est pas encore le petit homme ventripotent et désabusé d'après Waterloo, et il n'arbore pas encore le masque du mémorial qui instruira sa légende, mais la flamme qui autrefois l'embrasait tout entier n'est plus qu'un modeste brûlot. Confronté à tant d'hostilité et d'obstacles, il essaie en quelque sorte de naviguer à vue entre deux eaux. Il semble presque se rechercher entre les haillons des villages corses quand il jouait enfant au chef de bande, ou la redingote élimée du petit caporal, et les costumes rutilants des Tuileries, entre les uniformes d'apparat et les tenues de combat. En fait, il faut bien en convenir, dans cette amorce d'une descente aux enfers commencée en décembre 1812 en Russie avec la bataille de la Bérézina et qui s'achèvera par sa lente agonie morale puis physique à Sainte-Hélène, les 100 jours, avec ses délires d'enthousiasme et ses espoirs fous, ne constitueront pour lui qu'une illusoire parenthèse. Enfin, pour terminer, je voudrais vous rapporter comment, au fur et à mesure des étapes parcourues par Napoléon au retour de l'île d'Elbe, un journal parisien annonça l'événement. L'ogre a quitté son repère, lisait-on au moment du départ. Puis, successivement, le loup corse a débarqué au golfe Jouan. Le tigre est arrivé à Gap. Le coquin a passé la nuit à Grenoble. Le tyran approche de Lyon. L'usurpateur est à 40 lieues de Paris. Bonaparte avance rapidement, mais il ne mettra pas les pieds dans la capitale. Demain, Napoléon sera à nos portes. L'empereur est arrivé à Fontainebleau. Sa Majesté impériale et royale, Napoléon le Grand, est entré hier à Paris, acclamé par ses loyaux sujets. Vous souriez sans doute. Mais, voyez-vous, chers amis, je vous le demande. En des temps plus récents, n'avons-nous pas vu dans la presse et dans les médias
de nombreux exemples aussi significatifs d'opportunisme. Je vous remercie.